Bienvenue dans cette leçon du cours Économie du sol et de l'immobilier consacrée aux approches qualitatives de la ville. Dans la leçon précédente, nous avons souligné les théories et mécanismes sur lesquels les modèles quantitatifs s'appuient. Et nous avons constaté qu'ils s'inscrivent surtout dans les modèles normatifs de la ville cosmique ou machine. Du point de vue de notre modèle circulatoire de stock et de flux, les modèles quantitatifs tiennent compte du rapport explicite entre les enclaves et les armatures selon une loi ou plusieurs lois universelles. Les déviations et les hétérotopies restent implicites ou demeurent absentes. À partir des années 60, des recherches mettent en question cette approche purement quantitative en soulignant les dimensions qualitatives de la ville. Plusieurs ouvrages représentent la nature de la revendication du côté qualitatif de la ville. Social Justice in the City, du géographe David Harvey, expose les injustices dans la circulation et l'accumulation de la richesse et la concentration de pouvoir dans le système capitaliste. The Informational City, du sociologue Manuel Castells, a montré comment les technologies de l'information nous permettent de comprendre la ville à travers les réseaux de communication. The Image of the City, publié par Kevin Lynch dans les années 60, a cherché à lire la ville par les cartes mentales ou les représentations subjectives que les citoyens faisaient de leur ville ou de leur quartier. Le livre de Michael J. Deere, The Postmodern Urban Condition, souligne la dimension aléatoire et fragmentaire de la croissance de la ville et l'insuffisance des modèles comme celui de Chicago à tenir compte de l'hétérogénéité du contexte social, économique, politique et géographique dans lequel une ville se développe. De manière générale, les réflexions qualitatives sur la ville remettent en question toute tentative de traiter et de comprendre la ville d'en haut, du point archimédien, comme une totalité unie et un système fermé. Elle rejette la position prise par les modèles quantitatifs que la ville un jour n'aurait plus aucun mystère face aux outils de la science. Si on imaginait la ville comme une série de boîtes renfermées les unes dans les autres, les théories quantitatives tenteraient en général d'ouvrir toutes les boîtes pour connaître le contenu. Les théories qualitatives, quant à elles, revendiquent plutôt les possibilités de connaître de manière exhaustive ou de maîtriser le contenu à l'intérieur des boîtes. Il y aura toujours une autre boîte et toujours de l'ombre sur laquelle on ne mettra pas de lumière. De plus, l'approche des modèles qualitatifs ne promeut pas une seule méthode ou promeut des méthodes propres à chaque discipline, mais elle s'intéresse surtout aux structures profondes de la ville. S'il existe une boîte dans laquelle la ville garde ses secrets, les modèles sont rarement d'accord sur la manière de construire la clé pour l'ouvrir. En présentant son modèle du quasi-objet, que nous avons repris cette semaine pour lire les modèles de ville, Michel Serres maintient qu'il faut suivre ce qui bouge pour comprendre ce qui est stable. Les modèles quantitatifs de la ville et les mécanismes économiques sur lesquels ils s'appuient partent surtout de la ville stable, issue de mouvements prévisibles et réguliers. Nous avons vu que la circulation de personnes ou de biens est modélisée de manière normative et que la circulation déviante, parasitaire ou hétérotopique ne sont pas prises en compte. Les approches qualitatives, quant à elles, cherchent les déviations afin de révéler les injustices, les segments marginalisés de la société ou les pratiques émergentes qui ne sont pas, ou ne sont pas encore, majoritaires. Mais elles ont tendance à produire d'autres stabilités, telles que les institutions, les classes sociales, les infrastructures, et risquent de les tenir pour nécessaires ou fondamentales. Ce constat sert de point de départ pour considérer la ville comme un entrelacement de réseaux ou d'assemblage d'acteurs hétérogènes. C'est les relations qui comptent, on suit l'action plutôt que de contempler l'inerte. Les stabilités émergent de ces actions sans coordination entre les acteurs et sans idée préconçue du résultat. En ce qui concerne spécifiquement la ville, Yuval Portugali identifie 3 figures qui se sont penchées sur les mécanismes d'émergence de ces stabilités. L'urbaniste Jane Jacobs, le géographe Thorsten Heerstrand et l'architecte et informaticien Christopher Alexander. Jane Jacobs, dans son livre célèbre Déclin et survie de grandes villes américaines, apparu en anglais en 1961, dénonce la culture de planification de son époque qui travaillait, à son avis, à l'encontre des rythmes de la vie quotidienne. Elle observait que l'ordre dans la ville émerge d'interactions à l'échelle locale, que malgré son apparence chaotique, soutenait une sorte de ballet urbain, caractérisé par le hasard et la réflexivité des actions de chaque acteur. Le travail du géographe suédois Thorsten Heerstrand était en réaction à la tendance de sa discipline au milieu du XXe siècle à n'aborder la ville que par de grands échantillons statistiques. Avec son concept de la géographie temporelle, il a introduit le temps dans les modèles de la ville et a proposé de comprendre sa structure profonde par le mouvement routinier des résidents et visiteurs. Si Jacobs fournit une description du ballet urbain, Heerstrand propose un cadre conceptuel pour l'étudier. Ce cadre, par ailleurs, sert encore de point de départ pour des recherches sociologiques et géographiques sur la mobilité quotidienne.
Mathématicien de formation, Christopher Alexander est surtout connu en architecture et en urbanisme pour son article A City is not a tree, paru en 1964, et son livre A Pattern Language, publié en 1977. Dans ce premier, Alexandre atteste de la structure non arborescente de la ville. Contrairement aux tendances modernistes d'organiser la ville de manière monofonctionnelle et hiérarchique, Alexander observait que la ville ressemble plutôt à une matrice ou un réseau. Une telle organisation réticulaire assure la capacité du réseau à s'adapter à des changements. C'est une capacité qui, selon Alexander, manque aux villes et quartiers d'après-guerre. Dans A Pattern Language, Alexander et ses collaborateurs cherchent à identifier les formes qui semblent être invariantes à l'organisation semi-chaotique, semi-matricielle de la ville. À travers la recherche de patterns, traduits parfois comme motifs spatio-temporels, Alexander tente de saisir les éléments de base qui produisent une harmonie dans l'environnement bâti. Son œuvre plus récente, The Nature of Order, sortie en 4 volumes au début des années 2000, s'interroge sur les processus en amont des patterns qui génèrent les stabilités harmonieuses. Alexander observe que les processus de genèse, que ce soit une formation géologique ou un embryon, suivent des étapes de génération semblables, malgré des degrés de complexité différentes. Cela suggère, d'après Alexander, que ce qui maintient la ville n'est pas seulement culturel ou seulement naturel, les modèles de ville doivent tenir compte de leur imbrication. Reprenons notre modèle de circulation pour regarder un exemple tiré du travail de Jane Jacobs. Dans Le déclin et survie des grandes villes américaines, Jane Jacobs décrit le ballet de la rue comme une série d'interactions locales. Regardons cette dynamique. La rue, en tant qu'armature, constitue un lien de communication entre une origine et une destination. Nous avons déjà vu que les modèles quantitatifs de la ville tentent d'imaginer la rue comme seulement un lieu de passage. Le modèle normatif de la ville-machine rationalise les armatures selon chaque mode de transport. En réalité, ou du moins selon les observations de Jacobs, les activités qui longent la rue tendent à attirer et arrêter le mouvement des passants. On peut imaginer ceci dans notre modèle comme une déviation ou une bifurcation. Bien sûr, l'arrêt, quand c'est une rue adjacente, peut devenir une destination intermédiaire en soi, et le déplacement des personnes se reconfigure. Cette dynamique se multiplie le long de la rue et contribue à l'organisation du ballet urbain. Si Heerstrand suivait les mouvements des individus pour comprendre leur organisation dans l'espace et dans le temps, de manière générale, Alexander les suivait pour identifier les stabilités spatiales qui contribuaient au maintien du ballet urbain. On peut imaginer que chaque arrêt est en fait un pattern à des échelles différentes, d'un petit parc avec des bancs donnant dans la rue à une série de marches devant les entrées des bâtiments sur lesquelles les gens peuvent s'asseoir. Jacobs maintenait que ce ballet ne se reproduisait jamais de la même manière. En effet, si chaque arrêt constitue une sorte d'enclave qui pourrait à l'intérieur changer le mode de circulation des gens, on voit comment toute tentative de décortiquer le ballet urbain pourrait se poursuivre à l'infini. Compte tenu de ce degré de complexité, peut-on vraiment espérer développer un modèle de la ville? Cette leçon a présenté de manière générale l'approche qualitative de la ville. Nous avons mis l'accent sur sa critique des modèles quantitatifs qui tendent à concevoir la ville comme un système fermé. L'approche qualitative dans la modélisation de la ville se penche sur l'hétérogénéité. Cependant, elle tente de tenir pour acquis des entités comme des institutions ou les classes sociales. Nous avons regardé le travail de 3 chercheurs clés qui se situent entre les approches quantitatives et qualitatives et tentent de saisir la ville dans sa complexité riche et ses dynamiques évolutives. Enfin, nous nous demandons si on peut même espérer de modéliser la ville et comment le faire. Dans la prochaine et dernière leçon, nous allons tenter de répondre à cette question en regardant le modèle de la ville complexe. Quand on considère le modèle circulatoire emprunté à Michel Serres sous la théorie de la complexité, on voit comment l'armature, l'enclave et l'hétérotopie multiplient notre lecture de la ville. Enfin, nous verrons comment une compréhension de l'économie du sol contribue à déchiffrer les mécanismes urbains à multiples échelles. Rendez-vous dans la prochaine leçon.